Quand on parle de puissance maritime, on pense aux porte-avions, aux bases navales, aux sous-marins nucléaires. Mais la Chine vient de présenter quelque chose de totalement nouveau. Quelque chose qu'aucune puissance n'avait encore osé imaginer. Une île artificielle flottante, mobile, autonome, capable de survivre à une explosion nucléaire. Ce n'est pas un concept sorti de la science-fiction. C'est un projet réel, en construction, signé par les ingénieurs de Shanghai Jiaotong University, et prévu pour entrer en service en 2028. Ce n'est pas seulement une prouesse, c'est un message. Un message sur ce que sera la prochaine étape de la compétition stratégique entre la Chine, les États-Unis et le reste du monde. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, nous analysons l'actualité géopolitique, les croissances technologiques et innovations dans le monde. Aujourd'hui, on va analyser pourquoi Pékin construit cette île invincible, ce qu'elle peut réellement faire, et comment elle pourrait transformer la géopolitique maritime du Pacifique et de l'océan Indien. Cette structure pèse 78 000 tonnes. C'est presque le déplacement d'un porte-avions moderne comme le Fujian. Elle mesure 138 mètres de long, 85 mètres de large, avec un pont de 45 mètres au-dessus des vagues. Son architecture repose sur 2 coques semi-submersibles, un design que la Chine maîtrise grâce à ses plateformes pétrolières offshore. Mais ce qui la distingue vraiment, ce n'est pas sa taille, c'est sa philosophie d'ingénierie. Être capable de survivre au pire choc mécanique connu de l'humanité, les ondes de choc d'une explosion nucléaire. La superstructure contient plusieurs compartiments critiques. Communications, alimentation électrique de secours, système de navigation. Tous renforcés pour résister au pire scénario. La plateforme peut héberger 238 personnes pendant 120 jours, sans ravitaillement extérieur. Ce niveau d'autonomie dépasse même certains porte-avions nucléaires. Et surtout, elle peut se déplacer à 15 nœuds. Pas vite, mais suffisamment pour changer de zone stratégique sans être un simple objet flottant. Pékin la décrit comme une plateforme résidente de recherche scientifique tout temps à haute mer. Mais les caractéristiques parlent une autre langue. Une langue stratégique. L'ingénierie antinucléaire, la clé technologique que personne n'attendait. Pour rendre un navire résistant au nucléaire, il faut résoudre un problème simple. Les ondes de choc se propagent à une vitesse supersonique et écrasent tout ce qu'elles touchent. La Chine affirme avoir trouvé une solution. Des panneaux sandwich en métamatériaux. Imagine une éponge métallique composée de tubes pliables. Lorsqu'elle reçoit un choc violent, se rigidifie, puis absorbe progressivement la force au lieu de la renvoyer brutalement. Les ingénieurs citent des chiffres précis. Réduction des mouvements structurels à 58,53%, réduction des contraintes maximales à moins 14,25%, et seulement 60 mm de ce matériau surpassent des plaques d'acier beaucoup plus lourdes. Avant de continuer, merci vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir et pour référencer la chaîne. En apparence, c'est une innovation scientifique. En réalité, c'est exactement le genre de matériaux que l'on pourrait appliquer à des navires de commandement, des bunkers mobiles ou des infrastructures offshore militaires. Un détail confirme cette dualité. La plateforme suit la norme militaire chinoise, un protocole spécifique pour la protection contre les explosions nucléaires. Officiellement, c'est une plateforme scientifique. Techniquement, elle est conçue comme un bastion mobile. Les missions officielles, science, énergie et exploration. La Chine ne présente pas ce projet comme militaire. Au contraire, elle insiste sur son rôle dans la recherche océanique longue durée. Un laboratoire en mer capable de rester en poste pendant 4 mois, même dans des typhons de catégorie 17. Cela permet des études sur les courants profonds, l'observation écologique, la surveillance sismique et volcanique sous-marine. 2. Les essais technologiques à grande échelle. Pékin affirme que la plateforme va offrir des capacités d'expérimentation impossibles depuis un navire classique. 3. L'exploitation des ressources marines. Elle pourrait soutenir des opérations dans la minéralisation des grands fonds, la recherche d'hydrates de méthane, la prospection énergétique. Et là, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La Chine vise une domination de l'économie bleue, tout ce qui se passe sous la mer, dans la mer
autour de la mer. Cette île flottante n'est qu'une pièce d'un réseau beaucoup plus vaste. Dans un contexte stratégique, c'est la montée en puissance silencieuse de la Chine en mer. Pour comprendre l'ampleur du projet, il faut observer ce que la Chine fait en parallèle. Plateformes énergétiques flottantes géantes. Comme la première méga-ferme photovoltaïque flottante offshore lancée récemment. Les infrastructures sous-marines. La Chine construit des centres de données sous-marins et des stations de recherche en eau profonde à 2000 mètres. Les flottes de navires scientifiques militarisables. Des dizaines de navires océanographiques sont déjà actifs du Pacifique à l'Arctique. Les bases navales ou les infrastructures mobiles. La marine chinoise développe des plateformes modulaires qui peuvent être déplacées ou réassemblées selon les besoins. L'île flottante nucléaire résistante n'est pas un projet isolé. C'est une brique centrale d'une stratégie en expansion. Projeter une présence permanente, autonome et mobile dans les eaux contestées. Pourquoi cette plateforme change la géopolitique? Voici la clé. Elle combine la permanence d'une base avec la mobilité d'un navire. Pour les Philippines, le Vietnam, la Malaisie ou Taïwan, cela change radicalement l'équation stratégique. Car une base navale fixe peut être contestée diplomatiquement. Un navire peut être suivi et repoussé. Mais une île mobile, semi-scientifique, semi-militaire, elle se situe dans une zone grise. Pendant que les diplomates débattent, elle est déjà sur zone. Elle peut s'installer dans des eaux contestées, légalement. Si elle est catégorisée comme installation scientifique, la contester devient beaucoup plus difficile. Elle peut servir de centre de commandement mobile. Elle peut assurer la surveillance longue durée. Elle peut fournir du soutien logistique aux navires chinois. Elle peut s'intégrer au réseau de capteurs maritimes chinois. Et surtout, elle peut rester en mer 120 jours sans ravitaillement, plus longtemps que certaines flottes américaines conventionnelles. Dans un conflit ou une crise diplomatique, cela crée un avantage tactique majeur. La réaction des États-Unis et pourquoi cette plateforme les inquiète réellement? À Washington, 3 signaux rouges apparaissent immédiatement. Une installation civile, mais construite selon des normes militaires. C'est exactement ce que les États-Unis redoutent. Des plateformes pouvant servir de relais maritimes, de radars offshore ou même d'avant-postes de surveillance. Pour les analystes américains, si la Chine investit dans une protection contre les explosions nucléaires, c'est pas pour protéger quelques scientifiques, c'est pour garantir la survie d'une infrastructure stratégique en cas d'escalade. L'un des avantages des États-Unis réside dans leurs nombreuses bases à l'étranger. La Chine, elle, n'en possède que quelques-unes. Une plateforme mobile capable de rester 4 mois en mer réduit cet écart, sans nécessité d'accord avec un pays tiers. En d'autres termes, la Chine peut créer ses propres micro-bases n'importe où, n'importe quand. Et ça, c'est une révolution stratégique. Mais même en Chine, certains ingénieurs restent prudents. Les défis sont énormes. Une île tech est aussi un serveur flottant. Sans cybersécurité parfaite, c'est une cible idéale. Maintenir une plateforme de cette taille en pleine mer coûte des centaines de millions par an. Dans la région, les Philippines, qui ont récemment signé un accord renforcé avec Washington, voient cette plateforme comme une provocation potentielle. Ce que ce projet révèle réellement, la Chine veut redéfinir la puissance maritime. Ce projet nous montre une tendance clé. La Chine ne cherche plus seulement à rattraper le modèle naval américain. Elle cherche à inventer un nouveau modèle de présence maritime. Un modèle basé sur l'autonomie, la permanence, la mobilité et la technologie avancée. Ce n'est plus une course au porte-avions. C'est une course à l'infrastructure océanique. Et dans cette course, la Chine est en train de créer ses propres règles. Dans les 5 prochaines années, nous allons probablement voir émerger une nouvelle réalité géopolitique. Des bases flottantes, des centres de données sous-marins, des laboratoires semi-militaires capables de s'installer dans les zones les plus contestées. La Chine n'est pas en train de militariser la mer. Elle est en train de micro-industrialiser l'océan. Cette île flottante antinucléaire n'est que l'initiation du projet. Mais elle nous révèle une vérité que beaucoup n'ont pas encore pleinement saisie.
La prochaine grande bataille entre les superpuissances ne se jouera pas uniquement dans le ciel ou dans l'espace. Elle se jouera dans l'océan, sur, sous et autour de ces nouvelles infrastructures flottantes. Et, comme je le dis toujours, la Chine est déjà en train de construire l'avenir, pendant que le monde se demande encore ce que cela signifie. Dis-moi ce que tu en penses dans la section des commentaires. Et si tu veux d'autres analyses claires, profondes, géopolitiques, n'oublie pas de t'abonner sur Journal de l'innovation.